rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est président de l'Union pour un mouvement populaire et coordonnateur de Pona Écolo. Mesdames et messieurs, Dean Elvis Okombi Tsalisson est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Maner. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention en suivant les médias ces derniers temps? Beaucoup de choses. D'abord, la crise entre Israël et ses voisins. C'est une crise qui influence et qui va impacter pendant longtemps les relations internationales. Et déjà, vous commencez à comprendre que plusieurs États essaient de se situer dans la mesure où on est pour ou contre. Voilà. Sans oublier évidemment pour le football, le match d'hier Barcelone-Real de Madrid. Vous étiez pro-Barça ou pro-Real de Madrid? Madrilène à vie. Et vous avez perdu. C'était chaud. Ce n'est que partie remise. Voilà, alors on comprend que vous êtes à l'affût de l'actualité et sur le plan africain, vous rien n'a retenu votre attention? L'élection de Mozambique, où nous venons d'avoir un scrutin qui vient à peine se passer, je crois, hier, un nouveau président a été élu. Il faut voir le parcours. Une alternance. Voilà, il faut voir le parcours de ce jeune qui était gouverneur d'un petit département, mais qui était candidat à la surprise générale. Mais là, il vient de gagner des élections. C'est toujours bien de voir des personnes avec des parcours atypiques arriver parfois à la tête de vie. Et cela vous inspire? Cela nous permet de voir les évolutions à travers le monde là, et de constater qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent avec des idées et on constate qu'il y a des choses qui avancent. Alors, Dean Okombi Tsalisson, de mai 2016 à août 2017, vous étiez ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Que faut-il retenir de cette expérience? C'est toujours une grande expérience d'être au service de quelque chose. Et pire encore, si c'est au service d'un État. Voilà. Pour des jeunes que nous étions, ça a été une grande expérience. On a appris à l'intérieur le fonctionnement de l'État. Voilà. Comment ça fonctionne, les us et coutumes. Nous avons appris comment gérer un État. Comment c'est parfois difficile, mais aussi passionnant. Voilà. Je crois que ça a été une très belle expérience. Et d'aucuns ajouteront une année, un record, triste record, on dirait. Une année et 3 mois pour être plus précis. Ce qui fait la valeur de quelque chose, ce n'est pas le nombre d'années que l'on passe, mais c'est l'impact que l'on peut aujourd'hui faire de son passage quelque part. Voilà. Il ne s'agit pas de faire 50 ans à un poste, à ne rien faire. Voilà. Il s'agit de faire 3 mois, à mener des réformes nécessaires et à produire des résultats. C'est ça qui est important. Mais simplement, tu sais, nous sommes africains. On est psychologiquement, je dirais, orientés de façon que nous durons, même quand nous n'avons pas de résultats. Mais ce n'est pas mon ADN, ce n'est pas mon point de vue. Je crois que ce qui fait la force de quelque chose, c'est les objectifs,
le résultat. Le reste n'est que fait. Alors, éjecté du gouvernement, excusez du terme, quel sentiment vous animait? Est-ce que vous aviez la colère? Vous aviez un sentiment d'inachevé, déboussolé? Mission accomplie. En une année? Ah, bien sûr. Puisque... C'est pas à un humain de changer à lui seul le fonctionnement d'un État. On arrive, vous avez des missions, on vous confie des missions. Une fois que vous êtes relevé, il faut dire mission accomplie. Mais parce que le rôle qu'on vous avait donné, vous l'avez exécuté. Aucune haine envers le Premier ministre, chef du gouvernement? Je vais citer mon père qui me disait toujours que le poste de ministre n'est pas l'héritage de ton père. Donc tu peux penser avoir droit absolument à hériter. Non, ce sont des fonctions d'État. On doit pouvoir être heureux de participer à la gestion de son pays pendant même 48 heures. Mais la suite, c'est de la responsabilité du président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire de confier les missions et de retirer les missions. Vous connaissant un grand communicateur, vous ne craignez pas les médias, vous affrontez les médias, vous êtes avec tout le monde. On a compris une grande motivation puisque est apparu à la foulée en juillet 2017 un ouvrage intitulé Guide des relations avec le Parlement de la République. Tout ce que vous aviez entrepris, le livre, qu'est-ce que le livre est devenu? Est-ce que ce n'est pas le sentiment d'inachevé, d'une mission inachevée qui vous anime? Mais justement, par exemple, là, avec le livre, nous avons laissé pour les postérités à venir le soin de pouvoir lire ce que nous avons fait. Par contre, je peux vous dire que tout ce qu'il y a comme réforme sur les 50 dernières années dans les relations entre le gouvernement et le Parlement en République du Congo, c'est nous qui les avons initiés. Il faut être fier de ça. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas de durée, non. À travers le livre, là, par exemple, c'était une première expérience parce que nous venions de changer de constitution. En tant que le premier des ministres qui devait justement assurer les relations entre l'exécutif et le législatif dans ce contexte-là, il était important que nous puissions partager une expérience. Voilà. Pour dire à ceux qui viendront après nous, voilà ce que nous avons vécu, voilà comment ça fonctionne, voilà comment on peut faire. Si nous étions dans d'autres pays où on prend en ligne de compte l'expérience des uns des autres, je crois qu'aujourd'hui, je passerai mon temps à faire des séminaires. Alors, Digne Elvis Okombi Salisson, député élu dans la circonscription unique de Ngo de 2017 à 2022. Alors, comment expliquer votre défaite lors des législatives de 2022? Défaite est un gros mot. Mais vous avez perdu. Défaite est un gros mot. Je pense que ceux qui ont proclamé les élections savent les résultats qu'ils ont proclamés. Ils savent que l'unique personne qui a gagné les élections en cause s'appelle M. Okombi. Maintenant, si pour les besoins de la cause, ils avaient besoin de déclarer une autre personne élue, tant mieux. Donc, vous ne digérez pas jusqu'à aujourd'hui? Non, c'est pas gros. Tu sais, il faut apprendre à passer à autre chose. On est passé à autre chose. Mais cela ne m'empêche pas de vous dire la vérité que s'il y a eu l'élection en Ngo en 2022, l'unique vainqueur, c'est M. Okombi. Mais pourtant, le gagnant, on a dit qu'il vous dépassait de 100 voix. Non. Vous savez, M. Maner, le Congo est un État qui n'a pas commencé avec nous et qui ne finira pas avec nous. Lorsqu'on assume les fonctions étatiques, on doit pouvoir être au minimum un peu sérieux. Voilà. Parce que les jeunes générations qui nous suivent ont vocation, par clonage, à nous voir faire et à suivre ce que nous faisons. Voilà. Et je voudrais que ceux qui suivent notre émission, que les jeunes générations qui vont suivre notre émission, puissent inclure dans leur tête que, en gros, celui qui a gagné cette élection s'appelle M. Okombi. Mais par ailleurs, que les organisateurs des élections aient laissé passer 2 semaines pour proclamer les résultats. Ils savent quels résultats ils ont proclamés. Mais les résultats sortis des urnes en gros, c'était de M. Okombi élu. Voilà. Donc, comment expliquer cette défaite? Un complot?
Non, je n'ai pas expliqué. Pourquoi voulez-vous expliquer l'inexplicable? Éjecté du gouvernement après les législatives. Non, il faut utiliser les bons mots. On n'est jamais éjecté du gouvernement, on est relevé du gouvernement. Ce qui est un acte normal. Vous savez, c'est pour cela qu'en Afrique, on finit toujours par des guerres civiles, des choses comme ça. Parce qu'on n'arrive pas à cerner les évidences. Voilà. Lorsque vous êtes nommé, on est tous contents. Mais pourquoi lorsqu'on est relevé, ça devient un problème? Ça ne peut pas être un problème. De la même manière que vous êtes content d'être nommé, de la même manière qu'on doit être très content d'être relevé. Parce que vous mettez du temps. On voit des ministres 17 ans, 20 ans. La question qu'on devrait se poser, c'est ne devrait-on pas avoir honte de faire 17 ans dans un gouvernement sans avoir résolu un problème? Donc, moi, personnellement, le jour où je serai dans une situation comme ça, je vais démissionner. Et si on vous demandait comment vous avez digéré votre défaite? Non, je dis qu'il n'y a pas eu de défaite. J'ai gagné les élections. C'est ce que je me dis chaque soir quand je prends les PV des élections en Go et que je regarde, je dis, j'ai gagné les élections. Mais seulement, je ne siège pas à l'Assemblée nationale. Et que reste-t-il d'Ngo? Est-ce que vous aviez gardé les relations avec la population? Est-ce que vous êtes toujours au chevet de la population? Comme je dis toujours que Ngo, c'est ma plus belle histoire d'amour. Je parle de Ngo avec passion. J'ai grandi, j'ai fait une partie de mon enfance à Ngo. Voilà. J'ai fait mon école primaire à Ngo. Comme disait la récitation, ici, je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. Les femmes que je vois m'appellent leurs fils et les enfants, leurs frères. Donc, je suis dans un milieu naturel, ambiant. Donc, je suis chez moi, Ngo. Et la population n'a rien dit. Comment la population avait réagi en apprenant votre défaite? La population d'Ngo, allez faire un tour. Personne ne vous dira que leurs députés avaient perdu les élections. Ils savent qu'on a gagné les élections. Mais on sait faire la part des choses. Mais aussi, on est passé à autre chose. Voilà, aujourd'hui, les populations d'Ngo sont contents que nous développons des projets dans plusieurs domaines. Les jeunes ont besoin d'être formés. Les mamans, les papas ont besoin de continuer à faire de l'agriculture, d'améliorer aujourd'hui ce qu'ils font là-bas. Voilà, c'est ça ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin de revenir sur le débat politicien à chaque fois. Voilà, ça nous apporte rien. Voilà. Et qu'est-ce qui vous emmène en politique? La passion. La passion. Nous sommes arrivés au politique parce qu'on a vu les aînés nous partager une vision, nous partager une manière de faire. Voilà. C'est parce qu'on croit que, avec les idées, les valeurs que nous avions, mais aussi que nous voyons chez les autres, que nous pouvons faire de ce pays un paradis. Et vous, votre vision politique, c'est laquelle? Mais c'est développer le pays. Participer au développement du pays. Et tout le monde peut l'utiliser comme slogan. Est-ce que développer le pays, tout le monde peut le dire? Non, c'est pas un slogan. C'est une idée juste. Nous voulons et nous allons participer à développer ce pays. Nous allons participer à conduire ce pays à l'émergence. Nous allons participer à conduire ce pays au développement. Donc, c'est la passion qui vous emmène dans la politique. Une grande passion. Dans l'argent. On gagne de l'argent politique? C'est ce que certains diront. Les mauvaises langues diront que l'argent au Congo est dans la politique. Le président Gbagbo a dit que quand on veut gagner de l'argent, on va faire des affaires. On ne fait pas la politique. À mon est un voleur. Mais est-ce que c'est normal d'être un voleur? Qu'est-ce qu'on dit à sa femme lorsqu'on rentre le soir à la maison? Vous imaginez un peu que votre enfant, chaque soir dans sa chambre, se rende compte que mon père est un voleur? Dans les mémoires de Bourget, on a cité Gbagbo avoir émis une somme donnée à, au président Chirac. Non, il s'est justifié, il a dit, on lui a posé la question pourquoi tu as donné. Vous le prenez comme modèle? Non, pas du tout. Il a dit, je l'ai donné parce qu'il m'a demandé. On ne sait pas dans quel cadre il avait demandé. Il se peut qu'il était en difficulté, mais c'était la volonté d'aider. Donc, ce que je voulais dire, il faut que nous puissions changer le logiciel mental des
pour qu'ils sachent qu'on ne va pas en politique pour devenir riche. Quand on veut devenir riche, on fait des affaires. Et vous aussi, vous êtes entrepreneuriat, vous êtes président d'un groupe. Que représente l'argent pour vous? L'argent. Bonne question. L'argent permet de déplacer les limites du possible. Voilà. L'argent permet de continuer et de faire mettre en mouvement des rêves et des idées. Voilà. L'argent permet pour un chef de famille d'assurer le strict minimum pour sa famille. C'est ça le rôle de l'argent. Mettre l'argent comme instrument. Mais l'argent ne devrait être qu'un instrument. L'argent ne vous guide pas. Je suis un prolétaire. Je ne cherche pas l'argent pour l'argent. Pour faire quoi? Alors, vous êtes président de l'Union pour un mouvement populaire, en sigle UMP. Pour un mouvement populaire. Alors, pouvez-vous nous parler de ce parti avec vos mots? L'UMP, c'est la plus grande expérience politique des 15 dernières années au Congo. La plus grande expérience politique. Voilà. De tous les partis de ceux de ma génération, nous sommes l'unique parti qui a pu arriver à l'Assemblée nationale, au niveau des conseils, à émettre des idées qui continuent à évoluer. Donc l'UMP, c'est une grande expérience. Mais la philosophie à l'UMP, c'est la longue marche. Parce que la vie en elle-même est une marche. Et nous savons que cette marche-là, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Voilà. Donc, l'UMP, c'est un parti que nous continuons à construire. Voilà. Mais nous osons espérer que dans les années à venir, les idées que nous émettons, les idées que nous défendons, finiront justement par changer le logiciel mental des Congolais de façon que nous puissions booster ce pays. Ce qui retient notre attention, c'est l'union pour un mouvement populaire. Qu'entendez-vous par mouvement populaire? Mais parce que nous sommes un parti de masse. Voilà. Nous ne sommes pas un parti de bourgeois. Voilà. Nous ne sommes pas un parti de la gauche caviar, comme certains partis. Non, nous sommes un parti de masse. Voilà. Nous prenons en ligne de compte, notre raisonnement commence avec la volonté de résoudre des problèmes du plus grand nombre. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de l'argent. Il ne s'agit pas que des individus puissent gagner de l'argent au détriment de la masse. Non. La richesse dans un pays, c'est l'accumulation des biens des ménages. Voilà. Donc, si les ménages arrivent à s'en sortir dans le cadre de leur quotidien, c'est ça qui crée la richesse de notre pays. Voilà. Donc, l'UMP, dans sa vision, a été créé comme étant un parti de masse. En quelle année déjà? En 2009. Et pour objectif? Mais comme tous les partis politiques, la conquête du pouvoir. Mais pourtant, vous avez toujours soutenu des candidats et vous n'avez jamais été candidat. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez une vision. Mais parce que être candidat à une présidentielle n'est pas un jeu de dames. Être candidat à une présidentielle, on n'est pas candidat à une présidentielle pour influencer ses amis de quartier ou bien pour influencer des filles que l'on drague. Non, c'est pas ça. On n'est pas candidat à la présidentielle. Ce n'est pas pour passer à la télé le lendemain pour dire que écrire en dessous de son nom ancien candidat à la présidentielle. Voilà. La présidentielle, c'est sérieux. C'est dire la présidentielle, c'est sérieux. Elle est sérieuse, c'est pour dire aux 5 millions de Congolais que nous avons la ferme volonté, avec un projet, de vous dire ce que nous allons faire de ce pays sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. C'est très sérieux. Pour répondre à votre question, une ambition présidentielle se construit. Il faut d'abord commencer par se construire soi-même. Le Congo est l'un des rares pays, je suis surpris. Le Congo est l'un des rares pays où vous avez des candidats à la présidentielle
qui ne se sont même pas construites eux-mêmes. Vous avez des chômeurs, vous avez des emploi, vous avez... Bon, ils sont qu'on a une présidentielle pour gérer la vie de 5 millions de Congolais, alors que vous n'avez même pas pu commencer à régler vos propres problèmes de vie quotidienne. Non, nous sommes dans une stratégie de construction. Voilà, il faut construire d'abord ce mouvement populaire. Nous sommes en train de le construire, l'implanter, le structurer, le restructurer. Et nous sommes encore dans la construction. Il faut construire un projet, voilà, qui soit mûri. Et lorsque nous serons prêts pour dire que nous sommes prêts pour ce scrutin, nous serons candidats à ce scrutin. Est-ce que vous êtes à quelle étape de la construction de votre parti? La longue marche, on vient de démarrer. Ah bon? Ah, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas le candidat Denis Sassou Nguesso que vous craignez d'affronter? Pas du tout. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est porteur de nos espérances. Voilà. Parce qu'il promet des choses, parce qu'il parle, il dit des choses qui trouvent notre assentiment, que nous disons, nous partons avec Denis Sassou Nguesso. Alors, il y a souvent une critique qui nous est faite par certaines des personnes qui ne comprennent pas souvent. Lorsqu'en 2021, nous avions dit « décès ou rien », les gens ont mal interprété. Alors, je veux vous poser une question. En 2021, on avait Denis Sassou Nguesso candidat. À côté de Denis Sassou Nguesso, citez-moi un projet, une mesure phare des autres candidats que vous connaissez. Si on n'avait pas, donc il y avait des scènes et en face, il n'y avait rien. Selon vous? La preuve, c'est que les Congolais ont choisi des scènes au premier tour. Donc nous étions près de 5 millions à penser que face à des scènes, il n'y avait rien. Voilà. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a été réélu président de la République dès le premier tour. Donc votre parti fait toujours partie de la majorité présidentielle? Non, nous ne sommes pas de la majorité présidentielle, nous sommes du centre. Mais pourtant, vous soutenez Denis Sassou Nguesso qui est de la majorité. Ce n'est pas la même chose. Nous soutenons les idées et les valeurs qu'incarne Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et vous vous opposez contre son parti, le PCT par exemple? Ne pas soutenir quelque chose ne veut pas dire qu'on est opposé. Il se peut qu'on n'a pas d'avis. Mais vous êtes très critique parfois. Mais parce que c'est le côté citoyen. Le côté citoyen. Alors, Monsieur Maner, je vais me poser à moi-même une question. Lorsque les litres d'essence ou de gazole montent, est-ce que lorsqu'on arrive à la station, le pompier se dit, vous êtes de la majorité, on baisse le prix, vous êtes de l'opposition, on augmente le prix? Non. Lorsqu'il y a un problème d'électricité dans le pays, est-ce que dans les ménages des gens du PCT de la majorité, il y a l'électricité et de l'opposition, il n'y a pas d'électricité? Non. Les problèmes du quotidien des Congolais touchent les Congolais au-delà des appartenances politiques. Moi, je suis toujours contre ce que j'appelle l'opposition systématique et le soutien inconditionnel. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que je me donne le devoir de pouvoir dire, avec toute l'honnêteté possible, au DG de la SNE, c'est maintenant EKRC, un truc comme ça, que s'il n'y a pas d'électricité, je ne vous soutiens pas. Mais je dois pouvoir dire aujourd'hui à un autre DG qui fait bien, merci pour la connexion Internet, par exemple, avec Congo Télécom. Mais je dois pouvoir aussi me donner la possibilité que si demain, je vois l'effort que la SNE, EKRC est en train de faire aujourd'hui, donc nous, avec la SNE, c'est que nous constatons que s'il y a des efforts qui sont effectués, par exemple là, pour remettre l'électricité, une fois qu'on a eu les travaux de sabotage, on doit pouvoir le dire. C'est un positionnement intellectuel qui ont fait développer les grandes nations. Maintenant, Maner, si vous pensez que je dois pouvoir dire noir quand c'est bleu pour plaire, je dis non. Ça, c'est pas moi. Et je voudrais que nous puissions avoir le maximum de Congolais qui soutiennent le président de la République, mais soient capables de regarder la réalité en face et de dire ça, c'est pas normal.
Vous êtes comme un lanceur d'alerte auprès du président de la République. Non, je suis juste un Congolais qui sait dire la vérité. Mais aussi C'est pourquoi vous ne voulez pas aussi, être dans la majorité, vous voulez garder votre indépendance de parole. Maner, à la création de l'UMP en 2009, nous étions plus jeunes, nous n'avions absolument rien du tout, mais nous avions pris la décision en 2009 d'être un parti du centre. Donc ce n'était pas par opportunisme. Maner, j'étais côté pouvoir. Maner, j'étais ministre au gouvernement. Voilà. Je ne me suis pas présenté devant pour dire que je quitte la majorité, je quitte le centre pour aller à la majorité. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Tout comme je n'ai pas dissous mon parti pour aller au PCT. Non, je ne l'ai pas fait. Tu sais ce que ça s'appelle, Maner? C'est avoir des convictions. Et le Congo a besoin aujourd'hui des cadres, des jeunes, des vieux qui ont des convictions. Mieux vaut être en face de quelqu'un qui a des convictions, qui te dit la vérité. Mais parce qu'ensuite, s'il faut qu'il te soutienne, il te soutiendra jusqu'au bout, une fois que l'action que vous menez réussit à apporter son assentiment. C'est pour ça que nous soutenons le président, parce que l'action qu'il mène nous convainc de la bonne foi de ce qu'il veut faire. On comprend que vous êtes contre les hommes du président, mais vous êtes pour le président. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. On comprend que nous soutenons le président et nous soutenons son action, mais nous nous donnons le devoir de dire... Son action avec les hommes qui l'accompagnent. Nous donnons le devoir de dire la vérité. Alors, en mars dernier, votre parti s'est prononcé pour la biométrie et la refonte de la loi électorale. Quelle est la suite? Tous les partis, le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Mboulou, je pense que, fort de son expérience, a pensé qu'il nous fallait une nouvelle loi électorale. Voilà. Il a fait des consultations et il a demandé à tous les partis politiques d'apporter des propositions. Et vous vous êtes prononcé, on n'a pas entendu d'autres partis trop... Tous les partis se sont prononcés. Vous avez plus communiqué sur ça? Peut-être que parce que nous avons une voix qui porte, que vous nous avez écouté. Mais la gouvernance électorale, M. Maner, n'est pas un problème ni de la majorité, ni de l'opposition, ni du centre. La gouvernance électorale, devrait être une inquiétude de tous les citoyens. Parce que lorsqu'il n'y a pas une bonne gouvernance électorale, vous avez la possibilité d'avoir les médiocres à la place des bons. Voilà. Et le cas de Ngo, pour ne pas citer que Ngo, vous comprenez que si nous avions réellement mené une bonne réforme électorale, on ne pourrait pas avoir ce genre de situation. Nous avons eu la même chose à Makele-Kele avec l'honorable Alban Kaki et tous les autres. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent, mais c'est le manque de réforme, de transparence dans la dynamique de construction des élections qui fait que deux fois nous avons des gens qui arrivent à l'hémicycle n'ayant pas mérité d'y être. Et ça crée un conditionnement, M. Maner. Lorsque vous savez que vous n'avez pas été élu et que vous êtes là par complaisance, vous savez ce que vous faites? Vous vous taisez. Parce qu'à côté, il y a ceux qui savent que vous n'êtes pas élu. Et puis, ils passeront leur temps à vous rappeler. Ah, monsieur, taisez-vous, vous n'êtes pas élu, vous n'étiez pas élu. Voilà. Mais non, quand vous avez des gens qui ont été brillamment élus comme nous autres là, nous faisons un devoir de dire que nous venons représenter le peuple. Et non seulement le peuple, mais parce que nous accompagnons le président de la République, nous voulons que la vision qu'il porte, l'orientation qu'il a donnée, puisse se réaliser. En ce moment-là, comme disaient les anciens communistes, amitié, vérité, amitié. On est des amis dès le départ. On doit pouvoir se dire la vérité sans pour autant remettre en cause notre amitié. Donc, que vous puissiez dire la vérité à un ministre, à un proche du président, ou encore à un député ou à tout ça, ne devrait pas remettre en cause. Est-ce que cela ne constitue pas un danger pour le futur? C'est-à-dire, on constate qu'il n'y a que le nom Denis Sassou Nguesso qui vous unit. Sans Denis Sassou Nguesso, c'est l'explosion. Bon, je ne sais pas si c'est pourquoi la question de savoir, est-ce que lorsque le président de la République s'adresse à la nation le 15 août, il en appelle à la responsabilité et à la conscience.
en disant, même ceux qui gèrent la chose publique devraient bien être conscients avant de céder à cette jeunesse. Est-ce que c'est pas une interpellation indirectement à des personnes comme vous autres? Non, pas du tout, je ne sais pas. Le président de s'adresse à 5 millions de Congolais. Et vous, quelle est la lecture que vous faites sur ce discours? Non, mais je vais vous faire rire, Manu Mané. Les idiots aussi vieillissent. Hein? Les voleurs aussi vieillissent. Voilà. Non, il faut que nous prenions le bon de ce que... Voilà. On doit pouvoir prendre ce qui est bien. Voilà. Et si nous nous mettions tous à cette école-là, en train de vouloir comprendre la vision de ce monsieur. Vous savez, Denis Sassou Nguesso a commencé à parler des zones économiques spéciales que le Bénin n'avait même pas encore commencé à parler de ça. Le Bénin a réalisé la zone économique spéciale. Denis Sassou Nguesso a donné la vision des fonds de génération future que le Rwanda n'avait pas encore l'idée. Mais le Rwanda a lancé le fonds de génération future avec la grande société Crystal Venture. Denis Sassou Nguesso parlait déjà des questions de l'écologie et tous les autres, que beaucoup de pays, même en Europe, n'avaient même pas l'idée de ce que c'est que l'écologie. Son discours, vous l'interpellez comment? C'est une orientation. Un chef donne l'orientation. Maintenant, les ouvriers sur le terrain sont chargés de mettre en mouvement la vision. On vous entendre parler, apparemment, c'est comme Denis Sassou Nguesso était un entraîneur brillant et que ses joueurs sont des pollards. Pas tous. De ceux que vous traitez, certains voleurs. Mais pas tous. Qui vieillissent. Mais pas tous. Il y a aussi des gens brillants qui font des choses. Le Premier ministre Colonel Makosso a fait de bonnes réformes à l'enseignement. Voilà. Et si on vous posait la question, quel est le regard que vous portez sur cette classe politique congolaise? Je préfère ne pas répondre à cette question. Et pourquoi? Non, mais on ne peut pas s'auto-juger. Comme je suis membre de la classe politique, je préfère ne pas répondre à cette question. Et à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a ni majorité ni opposition, il n'y a pas de démocratie, tout le monde est dans le pouvoir, mais seulement des agendas qui changent. Possible, mais s'opposer à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, vous allez l'opposer à qui? À quoi et pourquoi? Donc c'est pas la peine d'organiser des élections pour perdre de l'argent. Mais c'est la... Est-ce que la démocratie, ça veut dire seulement élection? Denis Sassou là, Nguesso, vous vous plaignez, là, vous dites que vous aviez gagné, mais pourtant... Alors, vous posez beaucoup de questions au même moment. Voilà. Denis Sassou Nguesso est devenu le patriarche de ce pays. Toute la classe politique actuelle, chacun à son niveau, lui doit quelque chose. Soit au point de vue de la carrière, soit au point de vue de la réussite. C'est normal, il a mis beaucoup de temps au pouvoir. Évidemment, je ne vous contredis pas. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est devenu le patriarche. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour répondre plus directement à votre question, ceux qui se disent opposants et que vous trouvez que ces personnes travaillent encore avec lui, mais c'est normal, parce que c'est le patriarche. On s'oppose entre nous parce que on a des contradictions dans la manière de gouvernance, de manière de faire, mais lorsqu'on parle de Sassou Nguesso, nous sommes tous d'accord que c'est le patriarche. Et c'est le peuple qui subit. Le peuple subit quoi? Pas d'électricité, pas d'eau. Mais ça, c'est des questions de gouvernance. Aujourd'hui, même les télécoms ont augmenté les prix, personne ne parle. Est-ce que c'est pas une manière de payer votre taxe de solidarité? Mais n'était pas mauvaise la taxe de solidarité. Ah bon? Mais non, pas du tout. Il n'y a que le peuple qui paye. Mais c'est pas ce que je dis. Carburant augmentation. C'est pas ce que c'est pas ce gaz que augmentation. c'est pas ce que je veux dire. Je dis qu'elle n'était pas mauvaise la taxe de solidarité. Selon vous. Et je suis même surpris que le gouvernement ait retiré la taxe de solidarité. Mais peut-être qu'il passe par les télécoms, on pourrait retirer Non, cela. mais seulement la taxe de solidarité consistait à faire payer les plus riches, pas les pauvres. Lorsque nous nous rendons dans les supermarchés, il y a toujours un timbre qu'on nous impose de 50 francs dans nos factures. Et là, les partis politiques n'en parlent pas. Alors, le problème, Maner, c'est que on a fait croire pendant trop longtemps aux Congolais
que l'État ne pouvait pas fonctionner sans la fiscalité. C'est totalement faux. Les pays comme la Suisse et d'autres pays, aujourd'hui, n'ont pas de pétrole, ils fonctionnent avec la fiscalité. Donc, chacun devrait pouvoir être fier de payer ses impôts. Chacun devrait pouvoir être fier. La Suisse que vous prenez en exemple, sans vous couper, avec quelle population? Alors, chacun devrait être capable et fier de payer ses impôts. Alors, le seul problème, c'est que c'est un tout. Les peuples n'ont pas seulement des devoirs, ils ont aussi des droits. C'est là où il y a le hic. Donc, pour parler de la taxe de solidarité, lorsque le dialogue intergénérationnel a parlé de la taxe pour la solidarité, ce n'était pas pour faire payer les plus pauvres. Non, c'était pour payer les plus riches. Voilà. Tous ceux qui gagnent aujourd'hui, à partir de 1 million de francs CFA. Nous en avons nombreux. Il fallait taxer ces personnes-là pour partir. Même en Europe, le président Nicolas Sarkozy, bien d'autres personnes, quand ils veulent mobiliser les fonds pour résoudre des problèmes sociaux, on ne taxe pas les pauvres. Ils sont déjà pauvres. On taxe les plus riches. Voilà. Donc, c'est là où il y a eu le hic dans la mise en œuvre de ce plan. Mais aussi, si l'État veut se faire une caisse, il faut faire des réformes, M. Manoumaner. Voilà. En temps de crise, on fait un budget d'austérité. Voilà. C'est comme un père qui travaille à Elf, il gagnait 1 million de francs CFA, et du jour au lendemain, il devient un fonctionnaire, il gagne 200 000 francs CFA. La première chose d'un homme sérieux, c'est de ne pas d'appeler madame, de dire à madame, on n'a plus le budget d'1 million, on en a 200 000, voilà comment nous allons nous organiser à la maison. C'est ce qu'on appelle le budget d'austérité. Alors, Jean Okombie-Salisson, vous n'avez pas voulu répondre à la question de savoir le regard que vous portez sur la classe politique congolaise. Alors, si on vous posait la question de savoir quelle est la situation politique actuelle en République du Congo? Elle est stable. Elle est stable. Nous avons les prochaines élections qui vont arriver. Je crois qu'au plan politique, nous n'avons pas de problème. On peut avoir un problème au niveau social, mais au plan politique, je ne pense pas. Alors, chemin d'avenir, nouvelle espérance, on marche vers le développement. Quelle est la lecture de Jean Okombie? Un projet de société, c'est une vision, c'est une démarche, c'est une destination qu'un chef donne à ses collaborateurs, à une population. Échec ou réussite? Mi-réussite, mi-échec. On ne peut pas dire que la route au Pointe-Nord-Brazzaville n'existe pas. C'est pas possible. On ne peut pas dire aujourd'hui que les gens ont oublié que maintenant que dans les années, avant les années 2000, que nous payons une minute à 400 francs CFA. Aujourd'hui, on appelle pratiquement avec rien. Parce qu'il y a des infrastructures qui ont été créées. Voilà. On ne peut pas dire que l'université d'administration n'existe pas. Il y a des choses qui ont été faites. Mais seulement, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux. C'est ça ce qu'il faut dire. Donc, ce ne sont pas des slogans. Non, je ne pense pas. Je dis, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. La question de savoir comment se porte le Congo. Le Congo est un pays... Situation générale. Le Congo est un pays... est un beau pays déjà. Nous sommes un grand pays. Ça, on le sait. Avec un grand président. Ça, tu le savais? Non, tu ne doutes pas. C'est mes questions, ce sont vos réponses. Non, le Congo est un beau pays, est un grand pays. Nous avons un grand président qui est un homme de vision. Je vous expliquais tout à l'heure que déjà dans les années 90, le président parlait de l'écologie avant qu'aujourd'hui ça soit le discours à la mode. Donc, c'était déjà une vision. Il nous a donné des orientations à nous tous, la classe politique, des orientations, des idées, des destinations à atteindre. Que vous ne suivez pas, que vous l'avez trahi et puis... Nous n'avons pas suivi. Nous ne suivons pas toujours. Mais on a encore le temps de rattraper beaucoup de choses. Alors, Pona Écolo, pouvez-vous nous parler de, je ne sais pas comment vous l'appelez, une plateforme, une association? Non, c'était une association. De sa création, de ses objectifs?
et de son but ultime. Une association de jeunesse qui est créée pour encadrer les jeunes. Voilà. L'association politique? Non, pas du tout. Mais cette association est toujours dans tous les combats, mobilisation. Aujourd'hui, même dans les fonds du quartier, on voit toujours des t-shirts pour Nécolo Samounapouane. Mais parce que notre cible est dans les quartiers. Mais vous pouvez vous contenter avec votre parti politique. Pourquoi créer encore un petit mouvement? C'est une milice du parti. C'est comme si je vous disais que parce que vous êtes un fonctionnaire, que vous ne pouvez pas être footballeur dans le quartier. Voilà, il y a une différence. À l'UMP, nous sommes sur les projets politiques. Nous sommes un parti politique, avec des objectifs politiques. Mais Pona Ekolo est une association. Nous avons créé Pona Ekolo avec des amis qui sont venus de partout. Du PCT, de la majorité. Mon frère et ami Bernadette Gavé est membre fondateur de Pona Ekolo. Voilà, Diaf Le Koueta, l'opposant, est membre fondateur de Pona Ekolo. Donc, nous avons créé ce mouvement avec les jeunes qui venaient de partout. Mais nous avons mis en exergue, au devant de la scène, notre volonté de parler ensemble le même langage quand il s'agit de parler du Congo. Accompagné ce mot Denis Sassou Nguesso. Je viens de parler du Congo. Mais pourtant, on voit que dans les meetings de Denis Sassou Nguesso, pas les autres. Puisque c'est pour la République. Je vous parlais tout à l'heure de décennies de rien. Si nous partons de la donc, Pona Ekolo a été créé pour le but ultime d'accompagner, de recadrer ou d'encadrer cette jeunesse. Non, pas du tout, Manu. Le jour où tu vas me trouver un opposant ou bien une autre personne avec des idées, un projet cohérent, tout ça, on ira le soutenir avec Pona Ekolo. Mais du moment où c'est ça. Non, moi, j'attends que vous ayez un projet, puisque vous avez un parti. Je viendrai pour vous soutenir. Mais nous sommes en train de nous construire. Je dis ici que on construit une ambition. Vous savez, Herman, il faut pas donner l'impression aux jeunes générations que la réussite est du fait d'une génération spontanée. C'est faux. On réussit par le travail. Voilà. On réussit par l'effort. Dans le dernier discours du président de la République, il a rappelé le slogan, je crois, d'une unité de l'armée. Il dit vous devez apprendre à réussir par l'effort. Et aujourd'hui, l'ambition il faut construire une ambition. Mais l'ambition se construit. Il faut construire une ambition. Alors, nous allons vers la fin de ce programme. Face au phénomène nommé bébé noir, quelle est la recette de Pona Ekolo, vous en tant que coordonnateur de cette association? La prise en charge des jeunes. Comment? D'abord, il faut commencer par trouver des solutions au problème qui fait que ces jeunes-là puissent avoir le décrochage scolaire, déjà. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a beaucoup de décrochage scolaire. Deuxièmement, il faut régler le problème au niveau de la cellule familiale. Troisièmement, il faut donner des alternatives de formation, des alternatives d'insertion aux jeunes. Voilà, parce qu'un jeune qui a un emploi ne peut pas être bébé noir. Voilà, mais ça peut être aussi un cri de dépit. Et donc la mise en œuvre du dispositif tel que je viens de le dire en 4 mots peut permettre que nous trouvons des solutions qui fait que ces jeunes-là se retrouvent dans la rue. Alors, pour finir, récemment, en septembre dernier, vous aviez lancé la création des coopératives, si j'ose dire, 1000 coopératives. Alors, c'est quoi la suite? Mais nous travaillons. Alors, nous avons organisé cela au mois de juin, ce que nous avons appelé le dialogue intergénérationnel décentralisé. Voilà, parce que, et comme le président de la République l'a dit par la suite, il est important que ceux qui ont plus d'expérience puissent partager leur expérience avec les jeunes qui ont besoin d'apprendre. Voilà. Et de ce dialogue intergénérationnel est né un autre projet, mais qui sort du dialogue intergénérationnel, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la génération d'auto-entrepreneurs. Manière, nous n'aurons pas 5 millions de Congolais à la fonction publique. Nous n'aurons pas 5 millions de Congolais dans les entreprises privées. Mais chacun de nous peut être auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur,
Aujourd'hui, c'est la maman qui fait les beignets. Depuis que je suis allé au collège, j'achète mes beignets sur la rue Lénine, au croisement Miadeka. Ma mère, cette maman, est une auto-entrepreneur qui s'ignore. Ma mère, quand nous partons à Pointe-Noire, nous mangeons du poisson chez Gaspard. De génération en génération. Mais cette maman est une référence auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est ces jeunes qui font du commerce en ligne. L'auto-entrepreneur, c'est ce jeune qui est devant son mobile money. C'est un auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est ces jeunes qui sont dans l'agriculture. Mais il faut leur faire comprendre, il faut leur faire apprendre que vous êtes des auto-entrepreneurs. Il faut maintenant les formaliser. C'est le cas des 1000 coopératives. Il faut les formaliser. Il faut leur apprendre que gain moins de dépenses égale économie. Il faut leur apprendre que vous pouvez gagner de l'argent et vous diversifier par la suite. Il faut leur apprendre que ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas le lendemain aller dépenser cela parce que vous prenez de la bière et tout. Non, c'est pas ça. Donc ça, aujourd'hui, la suite de l'action que nous menons, vous voyez qu'il y a une cohérence. C'est de dire maintenant que il faut que nous changeons le logiciel mental du jeune Congolais. Nous devons avoir 1 million, 2 millions d'auto-entrepreneurs. Nous allons vendre des services, man. Aujourd'hui, on peut être capable aujourd'hui de rester chez soi. On a vu des chips en banane qui se créent. Ce sont des auto-entrepreneurs. Il faut maintenant encadrer cette dynamique. Il faut encadrer ce mouvement. Il faut donner la possibilité à ces gens de s'organiser, de se formaliser. Pourquoi pas de les financer? De les mettre en circuit d'incubation. Pas l'incubation qui se passe dans les salles à chaque fois. Ou non, incubation. Non, 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 non. La vraie incubation. Voilà. Ces jeunes n'ont parfois juste besoin qu'on puisse leur dire, voilà comment ça se passe. Que ceux qui ont plus d'expérience puissent apporter leur expérience aux autres. Alors, le Congo, pour finir, pour chuter, le Congo compte plusieurs départements. Est-ce qu'on va pas, tu sens pas qu'on va continuer? Bon, allons-y. On va finir. Alors, pour le Congo compte plusieurs départements. Oui. Et vous aviez nommé quelques de ces départements. L'Alekumu, le Niari, la Bouenza, le Poul, les Plateaux, la Cuvette et les autres. Pourquoi seulement ces départements? Mais parce qu'il faut un temps d'implémentation. Toujours un temps d'implémentation. Avant de généraliser, il faut implémenter. C'est comme ça que... C'est ça qui justifie le choix de ces départements. C'est comme ça que l'Inde s'est développée. Vous savez, ce qu'ont fait les Indiens, ils ont pris des générations de jeunes, ils les ont orientés dans les nouvelles technologies. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Il faut que nous puissions implémenter. Voilà. Nous partons vers ce qu'on appelle la ZLECAF, l'ouverture des frontières au plan économique. Il faut que dans un pays où vous avez 76% de la population qui est jeune, les Blancs doivent nous envier. Quel capital de crédit! Mais faites de ces 76 jeunes des agents producteurs, capables de produire des services, capables de produire dans l'industrie, capables de produire dans la commercialisation. Après, vous n'avez pas besoin de parler que vous êtes développé. Le pays va se développer parce qu'ils vont produire des richesses. Les ménages vont se retrouver. L'économie va se relancer. Donc, on a les moules pour développer ce pays. Les moules existent. Et cette jeunesse-là, c'est la patte que nous allons développer ce pays. Je peux parler de ça avec passion pendant des jours et des jours, mais parce que je crois à cette jeunesse-là. Je crois à ce pays. Nous croyons au développement. Vous savez, ça fait plus de 15 ans que le président nous parle d'industrialisation. Nous avons une main-d'œuvre. Manère, ce pays va se développer. Manère, ce pays va aller loin. Et maintenant, je te répète encore, ce pays a tout pour être un grand pays. Un grand président déjà, une jeunesse qui va avec. Maintenant, il faut qu'on arrête d'avoir des cadres médiocres. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Alors, un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent et à l'endroit de ce programme. Non, je voudrais dire aux 76% des jeunes Congolais que vous êtes l'avenir de ce pays. On doit pouvoir arrêter de penser fonction publique. Moi, je suis fonctionnaire maintenant. Je gagne 204 000. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, on peut gagner cela plus de 5 fois par mois
et avoir une bonne, une belle vie. Alors, je voudrais que les jeunes nous rejoignent dans cette nouvelle dynamique de changement de pensée pour que nous soyons des auto-entrepreneurs. Même quand tu es fonctionnaire, quand tu quittes la fonction publique, devant ta maison, tu mettras une table. Même quand tu es médecin, même quand tu es cadre supérieur, il faut que tu arrives à côté de ce que tu fais à vendre quelque chose. C'est ça qui fera que ce pays puisse prendre le décollage. Et aujourd'hui, nous allons lancer cette grande dynamique avec vous. Et dans tous les départements, et dans les 10 ans à venir, ce pays va aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais dire aux 67% des jeunes Congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Dean Elvis Okombi Tsalesan qui était l'invité de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.